Bonsoir à toutes et tous, salut le chat, salut Adonis, salut Defrag, salut Ishtar, salut Julo, salut Ced, il est 18h à Paris, il est 20h à Bagdad, il est déjà demain à Tokyo, il est 16h en temps universel, il est surtout l'heure que vous voulez sur Twitch, salut Brest, salut Khalid, salut Manizo, salut Lomi, salut Tala, salut tous les autres que je ne vois pas. Ce soir on va parler de jeux vidéo, on va parler de Call of Duty, le jeu de tir le plus vendu et le plus populaire au monde, avec 400 millions d'unités vendues en 20 ans. Le nouveau Call of est sorti le 10 novembre, c'était le 20e épisode majeur de la licence, c'était vendredi dernier. Et puis le week-end est passé, c'est l'heure des premières impressions. 20 ans de Call of, ça méritait bien un stream, mais ça mérite aussi peut-être des premiers bilans. On va tenter ça avec vous, bien sûr, dans le chat. Vous êtes déjà très nombreux et vous avez déjà plein de questions et c'est super. On va aussi en parler surtout avec Augustin Elio, alias The Review, qui est streamer, youtubeur, commentateur de jeux vidéo, c'est à peu près ça. Streamer, youtubeur, commentateur de jeux vidéo, je sais pas si c'est un vrai job, mais streamer, youtubeur, ouais. Ah bah, streamer, youtubeur pour Augustin. À ta droite, Omeline Let's Bash, toi t'es joueuse amateur depuis 10 ans. C'est ça, j'adore Code. T'es un peu notre cliente mystère, si je puis dire, notre utilisatrice. Et à ma gauche, Romain Vincent, toi tu es prof d'histoire géo, t'es doctorant à l'université Sorbonne Paris-Nord, t'es chercheur associé à la Bibliothèque nationale de France, t'es spécialiste de l'utilisation pédagogique des jeux vidéo, et tu fais un doctorat sur les enseignants qui utilisent le jeu vidéo, si je grossis un peu. Parfait, très bien. C'est ça ? Ouais. Alors, avant qu'on commence, et après je vais tout de suite poser vos... Il y a quelqu'un qui te demande déjà ton Insta, je vous laisserai à deux après. Pour ceux qui ont raté un épisode, peut-être qu'Aladine et Cyril qui sont derrière la régie, vous pouvez peut-être passer le trailer de Call of, pour ceux qui ont raté le truc. Pour mener à bien cette mission, la discrétion est primordiale. Assurons-nous qu'il ne voit pas le lever du soleil. On doit savoir s'il travaille avec Moscou. On est en position. On se met au boulot, bravo. Il sait que vous arrivez. Bien reçu. C'est une catastrophe planétaire. On a deux missiles en approche. Si vous êtes sur place, dégagez. Il assassine des civils. Cible en vue. On demande une évacuation immédiate. Il veut une guerre mondiale. Il a une bombe. Merci Cyril, merci Aladine. Voilà comment utiliser 2 bonnes minutes de temps d'antenne. Dans le chat, on a qui ? On a Den qui nous dit une émission spécifique sur un jeu comme il en sort quelques-uns par an qui n'ont pas droit à ce traitement. L'émission est-elle sponsorisée ? Non, l'émission n'est pas sponsorisée. Et il semble que des jeux comme ça, il en sort quand même pas tous les ans. La première question, c'est pour toi, Augustin, parce que dans le chat, il y a quelqu'un qui disait, c'est Adonis qui dit « Oh my God, la grande revue, logique qu'il soit là après sa vidéo. » C'est quoi ta vidéo ? J'ai fait une vidéo récap sur l'histoire de Call of Duty. Il y a quelques années, quand j'étais rédacteur chez MGG, il y a mon boss de l'époque, Bertrand Amar, qui m'avait conseillé un bouquin écrit par un journaliste français qui s'appelle Sébastien Delahaye, qui avait fait un travail journalistique absolument phénoménal sur l'implosion à l'intérieur d'Infinity Ward, qui était le premier studio à faire des Call of Duty, et sur la façon dont tout le monde chez Activision et Infinity Ward a collectivement pété un plomb quand ils ont réalisé qu'ils avaient la franchise la plus riche du monde entre les mains. Comment ça s'est trahi dans tous les sens. Il y a eu des histoires de dingue, du débauchage, des histoires à James Bond, de l'espionnage, des fausses alarmes incendie pour éloigner les développeurs de leurs ordi pour pouvoir voler leurs mails. Enfin, vraiment des dingueries. Et j'avais trouvé ce livre tellement bien que je m'étais dit, il faut absolument que je raconte cette histoire. Et je voulais pas... Et le problème, c'est que Sébastien avait fait tellement bien son taf que peu importe le genre de script que j'écrivais, j'avais toujours l'impression de juste plagier son bouquin, de juste porter son bouquin en vidéo. Et mon ego me le permettait pas vraiment. Et du coup, j'ai
J'ai fouillé, j'ai essayé d'élargir, je me suis retrouvé à devoir raconter depuis le début du FPS jusqu'à arriver à Code. J'avais 2 heures de vidéo que j'ai cut en 2 parties et la deuxième partie est sortie il y a pas longtemps et elle marche bien sur YouTube et je crois que c'est pour ça que je suis là. En gros. Eh ben, bienvenue. Romain et Oblin, vous n'avez pas essayé le jeu. Pourquoi vous l'avez pas essayé ? Tout simplement parce que je l'ai pas acheté. Et Ça fait 10 ans que tu joues. Oui, Comment ça ça se fait fait que 10 tu ans t'es pas que je joue, mais je précipité sais pas. cette fois-là ? Non, Pas encore, tout simplement. Peut-être bientôt, si vraiment ils me donnent envie, s'il y a des bons retours, parce que pour le moment, ils sont pas grandioses. Et toi, Romain, c'est pareil ? Ouais, je suis en train d'essayer de finir ma thèse, donc j'ai pas mes directeurs veulent pas que je joue. Non, blague à part, je rebondis sur l'ouvrage là, de Sébastien Delec, évidemment central, si on veut étudier un petit peu le sujet. Il est disponible gratuitement en ligne sur son site. Donc je laisse les gens dans le chat aller chercher le lien pour le partager à tout le monde. Ça s'appelle les coulisses. Call of Duty, les coulisses d'une usine à succès. Et c'est gratuit en PDF. Ouais, t'as raison. c'est vachement bien. Bah, vous l'avez pas essayé, mais vous avez peut-être eu l'occasion de lire ce qu'on en dit. C'est quoi les premiers retours ? Mauvais. Très mauvais. Très vrai. Il y a eu un retour en grâce avec le remake de MW1 il y a quelques années. MW2, ça s'est déjà tiédi. Et alors là, MW3, non seulement la hype du retour de Modern Warfare est plus là, mais en plus, le jeu mérite probablement pas d'être vendu 70 balles. Il a été fait à la va-vite. À la base, ça devait être un DLC. Il y a des exécutifs chez Activision qui se sont dit, après 1 an de développement, que peut-être on se ferait plus d'argent en le vendant comme un jeu complet. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de contenu dedans. Et là, les joueurs, ils sont moyennement contents. Mais comme c'est Code, ils vendront quand même 15 millions de copies et tout va bien se passer. Et par rapport à la version précédente Et bah, la version précédente, c'était un vrai jeu. Il y avait beaucoup plus de contenu. Là, vraiment, la campagne, elle est... Il y a un délire où ils avaient la flemme de faire des niveaux. Ils nous lâchent sur une map ouverte, un peu style Battle Royale, sauf qu'il n'y a pas d'autres joueurs, c'est juste des PNJ. En prétextant te faire jouer l'histoire dedans, mais il se passe globalement rien. Non, il est bâclé. Ce MW3 remastered ou remake, il est bâclé, c'est tout. Oblin, Romain ? De ce que vous avez lu peut-être hein ? Bah, je sais que les joueurs, ils sont pas très contents. C'est juste du vu et du revu. Ils sont pas contents du jeu, de l'histoire, de tout. Il y a rien qui va, tout simplement. Est-ce que c'est le premier Call of à avoir une aussi mauvaise réception? Non, je sais pas, bien sûr que non. Ça fait longtemps que c'est compliqué pour la série. Le truc, c'est... Depuis les hits interplanétaires qui ont été MW2 et Black Ops 1, qui ont vraiment vendu suffisamment de jeux pour que toute une génération d'Américains se pose pas de questions et achète Code chaque année. Depuis, ils ont toujours été sur la pente descendante, ils ont toujours vendu moins, ils n'ont plus jamais fait les chiffres de vente d'un Black Ops 1. Et Black Ops 1, c'était quoi ? C'était genre 2010. Donc ça fait 13 ans qu'ils sont sur la pente descendante. Si le virage Battle Royale n'était pas arrivé, et s'ils n'avaient pas bien pris le virage Battle Royale avec Warzone, ils seraient toujours sacrément dans la panade. Hein. Et ils étaient tellement dans la panade qu'ils avaient ressorti l'arme ultime Modern Warfare. Oh, regardez, ça fait 10 ans qu'on n'a pas impressionné les gens, mais ça c'est la saga que vous aimiez tous, incroyable. Et même ça, ça s'est essoufflé en 2 jeux. Donc ils étaient un peu dans leur phase Blizzard. Regardez, on était très très fort il y a 25 ans, on vous ressort les trucs qu'on a fait. Blizzard, ça fait 15 ans que c'est la panade, du coup ils font WoW classique. Activision était dans la même phase. Ils ont même pas aussi bien joué la carte de la nostalgie que Blizzard. Et vraiment, s'ils n'avaient pas eu le Battle Royale, c'était complexe. Qu'est-ce qui manque pour que la licence elle reprenne un peu de souffle ? Alors là, vraiment, chaque joueur va avoir une réponse différente. Ma réponse Dans le dégris, chat, ce vous pouvez répondre aussi. Hein. Vous êtes très calme ce soir, mais... Pardon, je t'ai coupé. Ma réponse dégris, ce serait... il faudrait qu'ils essayent vraiment. Genre, en fait, ils sont trop à l'aise. Ils sont trop confort. Est-ce que vous avez remarqué un truc bizarre dans le trailer de 3 minutes ? Il n'y a pas une seconde de gameplay. C'est exactement comme un trailer de film. Il n'y a pas une demi-seconde où on est à la première personne et où on a l'impression que le joueur joue. Alors, c'est un des trucs qui a fait que Call of Duty est grand. L'amour de la mise en scène, l'amour du cinéma, on a Hans Zimmer à la musique, trop bien les explosions, tout ça, mais c'est aussi un aveu de... on va pas vous montrer du gameplay, tout le monde sait par cœur à quoi il ressemble le gameplay, c'est le même depuis 25 ans. Genre. Quand l'équipe qui a fait les premiers Call of Duty est partie, il y a eu scission et ils ont fait leur propre studio et ils ont fait Respawn et ils ont fait un jeu qui s'appelle Titanfall, les mécaniques de Titanfall étaient profondément différentes. Quand tu fais un trailer pour Titanfall, ça vaut le coup de montrer du gameplay. Quand ça vaut pas le coup. Tout le monde sait exactement comment ça se joue un Call of Duty. Il y a au-delà de pas faire d'efforts, il y a une pure fatigue de la licence. Ça fait 10 fois que c'est le même jeu. Tu peux rien faire contre ça. Genre. Ce qu'ils ont essayé de faire aussi, mais alors sur un temps un peu plus long, c'est d'essayer de varier peut-être un petit peu les contextes historiques ou géopolitiques. C'est vrai que le début des Call of, c'est quand même c'est
uniquement les 3-4 premiers que de la Seconde Guerre mondiale. Après, ils sont partis après sur des conflits plus modernes, en imitant un petit peu, je crois, Battlefield, qui avait déjà fait un épisode en fait sur des conflits plus modernes, alors avec des situations géopolitiques plus ou moins inventées, pour faire attention un petit peu à ce qu'on dit. Ils sont revenus vers la Seconde Guerre mondiale plus récemment avec World War II en 2018, je crois, et Vanguard en 2020, 21, je sais plus. Bon, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, voilà. C'est vrai que c'est compliqué de s'y retrouver des fois. Pour essayer aussi de redonner d'avoir une sorte de retour aux sources, en reprenant un peu les racines de la franchise. Racines de la franchise que devaient peut-être pas connaître, en fait, les nouveaux joueurs de code qui n'avaient pas connu la franchise à ses débuts. Donc, je sais pas, peut-être un essoufflement aussi. Là, j'ai l'impression que c'est pareil. Tu sais qu'on voit pas le jeu, mais on voit pas non plus spécialement le contexte, quoi. Enfin, on voit d'ailleurs pas grand-chose dans le trailer, c'est très sombre, je trouve. Donc évidemment, il n'y a pas de... Ah, mais c'est la patte Modern Warfare. C'est Oui, censé aussi, ressembler à du Tom Clancy. Ouais. C'est censé être des opérations secrètes, paramilitaires. On s'infiltre dans un goulag. En vrai, c'est la patte Modern Warfare, ça. Ok. Dans le chat, on a Gotra qui dit je peux parler sur un jeu auquel j'ai pas joué. Je suis là pour Augustin. Bon, tu es un fan. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ouais, et puis on avait Torp qui disait ils font rien du tout pour donner envie. Le jeu est pas novateur comme à l'époque. C'est un réchauffé du jeu de notre adolescence. C'est honteux de sortir un plat réchauffé par un mauvais micro-ondes. Qu'est-ce qui a fait le truc sympa de Call of au tout début? Parce que ça a marché tout de suite en réalité. Code, ça a marché tout de suite, mais il y avait des bonnes idées. Ils ont pris. Alors, à la base, il s'agissait de prendre l'idée de Medal of Honor, mais de doser sur la mise en scène. Genre vraiment, ils sont les premiers à avoir mis le nom des PNJ, c'est un truc tout bête, mais tu sais, quand tu joues à une campagne de code et que ta souris elle passe sur un personnage non joueur qui t'accompagne, tu vois son nom, tu vois que c'est Private James ou Sergent Shepard, et genre. Quand tu vois, et son pseudo devient rouge au fur et à mesure qu'il prend des balles, et quand il finit par mourir au milieu de la mission, ça te brise un petit peu le cœur. C'est une façon très simple de faire de la mise en scène qui, pour le coup, est propre aux jeux vidéo, que tu pourrais pas faire dans un film, ce serait bizarre, vous voyez. Ils sont les premiers, par exemple, dans les Medal of Honor, on jouait tout seul. Tu joues à un Medal of Honor de la fin des années 90, t'as l'impression d'être Rambo et de tuer 15 millions de nazis solo. Mais ça fait pas vrai. Ça fait pas vrai, dans un Call of Duty, tu es toujours dans une escouade. Et il y a tes potes qui vont crier au début de la mission, il va y avoir le lance-roquette placé au bon endroit, parce que t'arrives, tu vois le lance-roquette et t'es accueilli par une explosion. C'était Call of Duty, c'est Medal of Honor avec énormément de mise en scène, parce que le studio qui a inventé Call of Duty, qui s'appelait 2015 avant de s'appeler Infinity Ward, ils avaient été recrutés une fois pour faire un Medal of Honor, et ils avaient dit tout ce qui manque à la formule, c'est de la mise en scène. Après, ils ont été trahis par l'éditeur qui faisait Medal of Honor, ils sont allés faire la concurrence, ils sont allés faire Code, mais c'est tout. C'est Medal of Honor avec énormément de cinéma. Et ça plaisait parce qu'ils avaient plein d'idées, parce que c'était des gros fans de films de guerre. Parce que c'est des geeks. 2015 puis Infinity Ward, c'est des giga geeks. Quand ils font Medal of Honor, Allied Assault, en français c'est Débarquement allié, il y a 50 milliards de références à Il faut sauver le soldat Ryan. Ça se voit que c'est des giga geeks qui ont vu le film 100 000 fois et qui sont en mode ouais, le médium c'est du jeu vidéo, mais on va faire du cinéma en vrai. À la seconde où ils ont eu les moyens, ils ont demandé à avoir Hans Zimmer à la musique, à la seconde. Et je pense qu'ils sont plus fiers d'avoir eu Hans Zimmer à la musique que d'avoir eu Eminem sur le trailer. Trop bien. Et du coup, pardon, ça me fait marrer. Du coup, pour les premiers Call of, du coup, ils ont repris le contexte de la Seconde Guerre mondiale comme Medal of Honor, mais ils ont dû changer aussi certaines missions. C'est-à-dire autant dans le débarquement allié, il y a le débarquement allié en Normandie, qui est pas au début du jeu, je crois, qui est premier quart, je dirais, de souvenir. Mais le premier Call of, du coup, ils peuvent pas reprendre le débarquement de Normandie, ça vient d'être fait, donc ils sont obligés de prendre quelque chose de différent. Et donc là, je crois que dans le premier Call of, on est des parachutistes en fait, américains, la veille du débarquement, si je dis pas de bêtises. Et là, par contre, c'est peut-être une reprise de la série Band of Brothers. Je pense que c'est clairement l'épisode 2, je dirais. Dans Code 1, ils ne pouvaient pas rejouer la carte du débarquement en Normandie, donc ils ont fait Stalingrad, en fait. Aussi, ouais, bah oui. C'est ça aussi, mais t'en parles dans la vidéo, c'est d'avoir plusieurs théâtres d'opération, s'il varie un petit peu. Et c'est sûr que la mission dans Stalingrad qu'on a, c'est le film aussi de Jean-Jacques Hano. On a les mêmes plans de caméra. Tu te vois en train de traverser la rivière, il y a le monter la pente. C'est vraiment... C'est la mission qui commence par 5 minutes de non-gameplay. Mais c'est normal. C'était là pour en prendre plein la tête. Plein la tête, vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai. Tout à l'heure, avant qu'on commence, tu avais dit pose-moi la question. Et si on a 5 minutes, peut-être pour revenir sur l'histoire de Call of.
et tu m'as promis juré que tu étais capable de le faire en moins de 2 minutes. Ah non, j'ai dit que je pouvais en parler pendant 2 heures, c'est le contraire. Mais on peut en parler un peu. C'est quoi les débuts de Call of ? Bah, les débuts de Call of, c'est ce que j'ai dit. Alors, les débuts. Wow. À un moment, id Software a fait un FPS. Ça, c'était vraiment longtemps avant. En gros, Comme ça, on pose le truc pour les gens qui nous ça fait rejoignent. très longtemps qu'il y a des gens qui essayent de faire des jeux vidéo à la première personne. Ça a été galère pendant extrêmement longtemps jusqu'à ce qu'un studio texan, il me semble, à la base texan, qui s'appelle id Software, a fait un jeu qui s'appelle Doom. Doom, ça a été un hit interplanétaire. Tout le monde s'est rendu compte que ce jeu où je vois à la première personne et j'ai un flingue et je tire sur des ennemis, c'était absolument incroyable. Il y a eu une période où Doom était installé sur plus d'ordinateurs que Windows. À ce moment-là, tous les éditeurs du monde ont fait « Oh, le FPS, quelle cool nouveauté !» Nintendo, qui venait d'obtenir les droits de James Bond, a demandé à avoir un jeu de James Bond sur sa nouvelle console qui venait de sortir, qui s'appelait la Nintendo 64. Ils ont demandé ça à un petit studio qui s'appelle Rare, qui est perdu dans la campagne britannique. C'est toute la question de pourquoi un studio britannique du fin fond du milieu de la Grande-Bretagne travaille avec Nintendo, c'est sa propre histoire, mais vraiment, ce serait trop long. Donc c'est eux qui se sont retrouvés à faire un FPS console. Et à l'époque, c'était infaisable parce que les consoles de l'époque étant pas du tout pensées pour les FPS, il n'y avait pas assez de joysticks sur les manettes. Genre, il y a besoin. Si je joue à un FPS aujourd'hui, sur la manette, j'ai besoin d'avoir 2 joysticks. Un pour choisir où je vise et un pour choisir où je bouge. Enfin, genre la caméra et les pieds. La manette de la Nintendo 64 avait un seul joystick, donc Rare se sont retrouvés à devoir faire un jeu où on vise et on bouge en même temps avec un seul joystick. C'était infernal. Mais comme c'est des cracks et qu'ils sont vraiment brillants, ils ont joué sur d'autres trucs et ils ont fait GoldenEye. GoldenEye est la première grosse réussite d'un FPS sur console, d'un FPS jouable à la manette, vraiment assez grand pour se répandre dans tous les foyers américains et pour que tous les jeunes américains découvrent un écran scindé, le truc où tu mets genre un drap pour que ton frère il triche pas, que tu vois pas ta moitié de l'écran. Tous les jeunes américains ont découvert qui était le mieux, qui visait le mieux. Et un de ces jeunes américains qui jouait toute la journée à GoldenEye, c'était le fils de Steven Spielberg. Ce qui est vraiment aléatoire. Et Steven Spielberg rentre dans son salon un jour, voit son fils jouer à GoldenEye, voit les efforts de mise en scène qui sont dans GoldenEye, parce que quand ils ont réalisé que ce serait jamais agréable à jouer, ils se sont dit qu'ils allaient doser la mise en scène. Rare, c'est ça l'astuce, c'est ça le secret de GoldenEye. Et Steven Spielberg, qui est de base un amoureux du jeu vidéo, qui avait déjà un studio de développement de jeux vidéo à l'époque, mais qui comprenait pas comment faire des jeux à succès, a dit c'est bon, je vais arrêter de faire des projets expérimentaux bizarres, je vais faire un FPS. Et il a créé Medal of Honor. Medal of Honor est un succès, parce que la Seconde Guerre mondiale, ça passionne tout le monde. Mais Steven est quand même à court de thunes et il vend le studio qui a fait Medal of Honor à EA. EA commence à faire des Medal of Honor. Un beau jour, ça commence à bien marcher. Un beau jour, EA engage une team en plus, mais vraiment 15 gars dont personne n'avait jamais entendu parler, pour faire exceptionnellement un Medal of Honor sur PC. Parce que jusque-là, ils captaient que les joueurs consoles. C'était 2015, les futurs créateurs de Call of Duty. Ils ont fait leur Medal of Honor PC qui s'est avéré être le meilleur Medal of Honor de très très loin, Débarquement Allié. Parce qu'ils rêvaient limite plus de faire du cinéma que de faire du jeu vidéo et aucun style vidéoludique se prête aussi bien à ça que le FPS. EA, ayant vu le succès hors du commun de Medal of Honor Débarquement Allié, a regardé 2015 en disant les amis, je vais vous mettre au chômage. Parce qu'EA, ils étaient attardés à l'époque, apparemment. Et ils ont dit à partir de maintenant, merci d'avoir rendu notre série célèbre, on va juste rapatrier tout le développement en interne et maintenant que la série elle se vend énormément, on va faire développer Medal of Honor par nos propres gars. Bobby Kotick, patron d'Activision, débarque, récupère 2015, les rename Infinity Ward et fait une saga qui fait oublier Medal of Honor en littéralement 3 ans, qui s'appelle Call of Duty, et voilà. Oblin, toi t'es arrivé comment dans Call of ? Moi, c'est une histoire de famille. C'est grâce à mon grand frère. Il était à fond sur les jeux vidéo. Du coup, je l'ai rejoint. Et on a joué pendant des heures. Et on jouait aussi avec ses copains. Et j'ai jamais lâché. J'ai adoré l'histoire, le concept. Enfin, c'est aussi de la nostalgie et c'est plus aussi une attache, je dirais, vu que c'était avec mon frère. Mais ouais, j'ai bien accroché au jeu. Et toi, Romain, c'est pareil ? Un truc de gamin au début ? Ouais, j'essaie de me souvenir un peu, hein. Je suis un peu plus âgé. Il me semble avoir joué au premier ou au deuxième sur les deux premiers Call of, mais j'ai énormément de souvenirs sur le premier Medal of Honor avec Jim Patterson, c'était le nom du héros qui, lui, était dans toute l'Europe, de toutes les missions, et qui, oui, à chaque mission, évidemment, exécutait une centaine, 200 soldats allemands à lui tout seul. J'avais fait les deux premiers, je crois, avec un deuxième qui était sur la résistance française, qui était assez original, je trouve, dans les jeux vidéo. Et Call of, non, après, j'ai retrouvé la série un peu plus tard, mais pour travailler, entre guillemets, dessus, plutôt étudier le rapport qu'entretient ce jeu avec la représentation de l'histoire, en gros. Et j'ai surtout plutôt travaillé sur le World War II,
qui était sorti en 2018, je crois, qui avait une campagne qui se terminait de manière assez intéressante dans un camp de prisonniers de guerre, qui fait partie de ces sujets que le jeu vidéo a évidemment un peu de mal à représenter. Et ils ont tenté quelque chose plus ou moins convaincant. Encore une fois, dans celui-là, ils ont essayé de reprendre une scène de Band of Brothers, épisode 9, où justement, en fait, les squads américaines découvrent un camp de concentration, où il y avait des prisonniers juifs à l'intérieur. Sauf que les développeurs de Call of apparemment auraient reculé un petit peu au dernier moment pour représenter les prisonniers, parce que la représentation 3D, ils avaient peur que ça fasse un petit peu, que ça trivialise un petit peu en fait la représentation quand même de cette période de l'histoire. Et donc en fait, nous en tant que joueurs, on arrive dans ce camp qui est complètement désert, puisque les nazis ont emporté les quelques, il y a tout un scénario, hein, mais les nazis ont emporté les quelques prisonniers restants en dehors du camp. Et nous on se balade juste dedans, où on voit, alors il y a quelques cadavres de prisonniers qui sont montrés, mais ils sont dans l'ombre, ils sont un peu masqués, on les voit pas exactement, alors que le cinéma, lui, peut montrer ça sans trop de problème. Le jeu vidéo, lui, a du mal à le faire. Et puis surtout, c'est comment ils ont adapté le jeu. C'est-à-dire que dans cette mission-là, contrairement à tout le reste du jeu, on peut plus courir, et on peut plus tirer non plus, évidemment. C'est-à-dire que là, on a Call of qui essaye un petit peu d'être éducatif, mais pour ça, il faut arrêter d'être un petit peu ludique, en fait. Et quand on se balade, entre guillemets, dans ce camp, on a parfois des diapositives, en fait, qui sont plaquées devant le joueur, avec une voix off qui nous raconte que voilà, la vie des prisonniers dans ces camps c'était très dur, etc. Mais voilà, on essaye de faire quelque chose, mais en faisant en sorte que le joueur ne joue plus trop, en fait, ne fasse pas trop n'importe quoi. Évidemment, c'est compréhensible. Et historiquement, c'est crédible ou pas ? Je parle historien plutôt. Cette mission-là, en particulier, ils ont adapté beaucoup de choses. Celle-là et les autres, en réalité. C'est très compliqué en fait de parler de réalisme dans les jeux vidéo. Moi, c'est un terme que je mets un petit peu de côté, de réalisme historique vraiment, parce que ces jeux-là, ils sont pas faits pour ça. Ils sont faits pour être ludiques, tant qu'à faire. C'est pour ça qu'on a un primat quand même de l'action. On a des terrains de jeu qui sont même globalement adaptés. Si on regarde les débarquements dans les jeux vidéo, le débarquement de Normandie, que ce soit dans Medal of Honor, Call of, etc. Vous avez des distances qui sont vraiment très rapprochées. C'est-à-dire, évidemment, on traverse la plage du débarquement en 10 minutes, pas en plusieurs heures. Ce qui est normal dans un jeu vidéo, mais c'est pour ça le fact-checker de cette manière-là, c'est pas extrêmement. C'est pas pertinent. Non, c'est pas extrêmement intéressant. Après, heureusement, ils se trompent pas sur des dates. C'est-à-dire quand on commence le jeu, oui, il y a la date du débarquement allié, bravo. C'est pas extrêmement compliqué, mais pour certains sujets un peu touchy, c'est pas évident. Même pour parler du nazisme, c'est assez compliqué. Le jeu n'en parle pas. Après, Call of Duty fait mieux que Battlefield. C'est-à-dire dans l'un des derniers Battlefield, le V ou le 5, je sais jamais comment on le prononce, qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, ce jeu-là n'emploie jamais le mot nazi de tout le conflit. C'est l'armée allemande, voilà, les Allemands. Entre deux missions, ils affichent à un moment donné une citation d'Hitler, mais sans dire que c'est Hitler. C'est-à-dire qu'il y a des termes qui ne sont pas employés. Voilà. Parfois, au niveau du jeu vidéo, on en est là quand même. Mais Call of, pour les épisodes sur la Seconde Guerre, disent le mot nazi, montrent la croix gammée. Voilà, donc jeu vidéo, on va petit à petit, mais parce que le jeu vidéo, vu que c'est un jeu, rappelons-le, ne peut pas non plus parler des thématiques les plus difficiles, surtout dans ces très grosses franchises, même si tentent des choses. Je pense à Call of Duty, comment il s'appelle déjà, Vanguard. Merci. Qu'est-ce qu'il essaye de faire ? Il y a une mission, je crois, dans Stalingrad, et on traverse, nous, un bâtiment en tant que joueur, et si on regarde en contrebas, on voit des exécutions menées par l'armée allemande alors je sais plus si c'est des civils ou des soldats. Mais voilà, ils essayent quand même de faire des choses. Voilà, donc... Il y a une aversion au risque chez les éditeurs en vrai, quand il s'agit de montrer des trucs choquants, des croix gammées, dire le mot nazi, etc. C'est juste que l'éditeur n'a pas envie de prendre de risques parce qu'il a mis une quantité phénoménale de thunes dans le jeu et vraiment il n'a pas envie de se manger, de faire du damage control sur un scandale Twitter ou ce genre de choses. Mais, alors que c'est le mot nazi, quoi. Par exemple, nazi pendant la guerre, ça va, quoi. À une époque, Call of Duty n'hésitait pas vraiment du tout à choquer. Dans MW2, il y a cette mission qui a fait exploser les médias américains pendant 2 mois où tu débarques dans un aéroport et tu mitrailles des civils. Et la seule raison pour laquelle cette mission existe, c'est parce que Infinity Ward avait à l'époque une liberté de travailler phénoménale et personne chez l'éditeur avait vu la mission avant que le jeu sorte. Alors vraiment, ils ont découvert qu'on massacrait 50 civils quand le jeu était dans les étals. Ouais. Activision n'a plus jamais fait cette erreur et ils ont plus jamais autorisé les... Elle est pas dans le remake Ah si, mais bien sûr, mais c'était trop tard.
C'était trop tard, elle est dans le remake, je crois. Je crois Il qu'elle me est dans le semble. remake. Mais ils n'ont plus jamais autorisé quiconque à faire quelque chose d'aussi Ouais. choquant dans une campagne après. Et c'est juste. Je pense que c'est parce que le jeu vidéo ça rapporte vraiment trop d'argent. En fait, le cinéma, tu disais tout à l'heure, le cinéma le fait plus facilement que le jeu vidéo, mais en fait, le jeu vidéo c'est tellement le moyen de divertissement le plus gros aujourd'hui qu'il y a juste des sommes tellement phénoménales dedans que ça vaut pas le coup de prendre des risques. Genre, Hmm. ils sont pas là, c'est vrai qu'ils sont pas là prioritairement pour éduquer. Genre. Et puis surtout, il y a aussi une dimension là qu'on oublie un petit peu, parce que là on se focalise sur le scénario, mais les Call of sont joués pour le multi. Il y a beaucoup. Alors j'ai pas de chiffres en tant que tel, c'est compliqué à mesurer, je sais pas si eux de leur côté le l'ont, mais il y a beaucoup de joueurs qui font pas le mode solo en fait. C'est vrai, mais ils ont quand même beaucoup hurlé quand Black Ops 4 avait pas de campagne. En fait, il y a une minorité pas si minable que ça qui continue à acheter tous les codes pour les campagnes. Et le pire, c'est que c'est eux qui sont heureux parce que les campagnes restent très bonnes. La grande majorité d'entre elles sont très bonnes, alors qu'à chaque multi, les joueurs ils râlent. Enfin, les joueurs prennent le jeu, ils y jouent 2 semaines, disent que les maps sont nuls et puis ils s'en vont. Ok. Il y avait sur le chat, attendez, pardon, que je retrouve le com. Désolé. Ouais, c'était Turb qui disait sans Warzone, le jeu est mort. Le meilleur Call of Duty depuis des années est celui sur mobile, alors qu'il est développé sans trop de moyens. Mais il propose un vrai plaisir de jeu. Sans Warzone, le jeu est mort parce qu'ils ont fait un truc absolument phénoménal. Il faut jouer au jeu, le jeu MW3, pour débloquer et monter les armes dans Warzone, ce qui est absolument phénoménal, ce qui est une idée de génie d'un point de vue marketing, c'est hors du commun. Si tu joues à Warzone, tu peux galérer comme un chien pendant des centaines d'heures pour monter les meilleures armes du jeu, et sur un Battle Royale, c'est pas drôle, ça veut dire drop, looter 50 minutes, voir un gars mourir, et ton arme, elle a gagné 0 point d'expérience. Ou alors, tu peux acheter MW3, 70 balles, et faire des parties multi où tu tues 50 personnes avec la même arme, et c'est la même expérience qui compte pour monter cette arme. Et une fois que tu as monté tes armes sur le multi du jeu, tu peux lancer Warzone avec tes armes terminées. Ce qui est c'est horrible. C'est horrible. Mais le commercial qui a pensé à ça mérite une augmentation, c'est absolument incroyable. Et non seulement Warzone fait que le Call of Duty reste dans l'actualité, mais l'existence de Warzone t'oblige, si t'es un joueur sérieux de Warzone, à acheter le nouveau Call of Duty, même en sachant qu'il est nul. Ça, c'est très très fort. On parlait des nazis, il y a Benny qui dit ouais, jusqu'à il y a pas si longtemps, la représentation de la croix gammée dans un jeu vidéo en Allemagne était censurée. Il y avait eu aussi une mission qui avait fâché nos amis les Russes, avec c'était quoi, c'était l'armée russe qui gazait des civils, je crois. Je me plante, j'ai lu ça. Probablement, mais je sais pas. Je crois que c'est dans le remake de Modern Warfare, où il y a une mission qui fait référence à un événement de la première guerre du Golfe, je crois, qui s'appelle l'autoroute de la mort. Et alors dans la réalité historique, dans les faits, si je dis pas de bêtises, le chat me corrigera, mais je crois que c'est l'armée américaine qui, pendant la première guerre du Golfe, bombarde en fait des unités irakiennes, mais qui étaient en train de battre en retrait en fait. Et selon la Convention de Genève, on peut pas tirer sur des troupes en train de se retirer en fait. Sauf que dans le jeu, ce qui est expliqué, mais je crois que c'est dans un dialogue du jeu, ce qui est expliqué, c'est que c'est pas les Américains qui ont fait ça, c'est les Russes, bien sûr. Voilà. Donc c'est... Oh. Et ça c'était sorti, ça avait été commenté par la presse assez rapidement, donc je pense qu'on fait référence à ça, je crois. Les opus de la licence, d'habitude, c'est 3 ans pour les faire. Là, c'est la première. Je sais pas si c'est la première fois d'ailleurs. C'est la première fois qu'ils le développent en 1 an. Je sais pas si vous savez, l'un ou l'une ou l'autre. C'est hyper court, 1 an, en fait. Bah, ça explique l'accueil. Hein. Mais ça, il y a cette rotation entre Sledgehammer, Infinity Ward et Treyarch qui permet que normalement, il y a 3 ans de développement sur chaque jeu. Mais oui, mais on l'a dit. Et c'est normal qu'il ait moins de temps de développement, c'était censé être un DLC. Je sais pas pourquoi à la dernière seconde. Parce que j'avais vu sur un forum, il y a Mika117 sur jeuxvideo.com qui disait c'est du réchauffé, on dirait plus un DLC qu'un vrai nouveau jeu. C'est un DLC. Le rachat de la licence par Microsoft va faire le plus grand bien. Ça va faire le plus grand bien, le rachat par Microsoft. Microsoft, ils sont comme tout le monde, ils aiment bien l'argent. Hein. Et la formule de Bobby, elle aime pas se faire aimer des joueurs, mais elle est redoutablement efficace pour faire de l'argent. Donc. Est-ce que, je veux dire, c'est une chose de racheter Activision Blizzard et, de la part de Microsoft, mais c'en est une autre de démolir un système qui a été optimisé pendant 15 ans par l'ami Bobby Kotick pour faire le plus de thunes possible. Je vois pas une entreprise s'amuser à faire ça, là. Sauf s'ils ont des plans hors du commun pour Call of Duty, sauf s'ils veulent créer un deuxième âge d'or, et ils se disent qu'en mettant plein d'argent et 5 ans de développement sur un nouveau code, ils vont atteindre des sommets jamais vus auparavant. Mais vu la fatigue qu'il y a sur cette licence de base, tu pars avec un sacré handicap. Il y avait, qu'est-ce que j'avais lu ? Il y avait les développeurs de Call of qui avaient mis au point un truc qui s'appelle Splat. Vous avez entendu parler de ce truc ou pas du tout ? C'est un machin qui désactive le déploiement du parachute des tricheurs. Non, vous dites rien du tout ? Non, mais c'est partie de ces dispositifs des fois qui sont mis en place pour contrer les triches sur les jeux en ligne. Il y a toute une histoire de trucs débiles mis dans les jeux pour punir les gens qui craquent les jeux ou qui trichent en multi.
Elles sont pas mal. Alors, vous avez pas essayé le jeu, mais donc là, le méchant, c'est Makarov, je crois. C'est qui Makarov, hein? Dans le dernier jeu, Ouais. aucune idée. Si, bah, Mais, Makarov, mais il existe, il ouais, c'est le existait grand avant, méchant, ouais. c'est le grand méchant de la trilogie Modern Warfare. C'est un Russe qui veut foutre le monde à feu et à sang, qui se met d'accord au début avec le général Shepard du côté des Américains pour lancer un grand conflit mondial. Et puis finalement, il trahit tout le monde. Et puis c'est la dernière personne qu'on tue. En fait, une fois qu'il a réussi à tuer quasiment toute l'équipe du héros, à la toute fin de Modern Warfare 3. Le capitaine Price finit par tuer Makarov en le pendant au toit d'un immeuble dans une cinématique de fou furieux. C'est le grand méchant de MW3, c'est celui qui ordonne le massacre des civils dans l'aéroport, c'est celui qui ordonne à peu près tous les trucs horribles qui arrivent dans Modern Warfare, c'est celui qui ordonne l'explosion de la bombe nucléaire dans cette ville d'un pays du Moyen-Orient on ne dit jamais c'est quel pays du Moyen-Orient et qui a frappé tout le monde parce que la scène de la bombe nucléaire dans Modern Warfare 1 ou 2, je sais plus, 1 je crois, était absolument incroyable. Donc ouais, c'est le méchant, voilà. Ça répond à une forme de réalité un peu actualitato-historique, quelque part. C'est qui ce méchant La question difficile Oui, à répondre. c'est la question pour le prof. C'est la question du mauvais journaliste au mauvais prof. Que les Russes soient les méchants de l'histoire, non. Enfin, il y a des racines. Je veux dire guerre froide évidemment, mais même avant la guerre froide, faire tout un historique de l'anticommunisme aux États-Unis, mais j'en serais bien incapable. Mais oui, rien que pendant la guerre froide, on a toute une production évidemment, que ce soit américaine ou soviétique de l'autre côté, qui alimente évidemment les productions culturelles. Mais au moins, enfin. C'est vrai qu'il y a une différence de traitement en fait, c'est-à-dire que autant les Russes on peut les pointer du doigt, on peut les mettre comme ennemis, il n'y a pas de problème. Autant pour le Moyen-Orient, on dit le Moyen-Orient. Et y a pas, il me semble, je me demande s'il n'y a pas un nom d'un pays qui est inventé quand même. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que dans le... Ben non, je crois pas. Je crois que c'est toujours genre un pays. C'est pas un pays qui finit par Stan? Si, mais j'ai vu ça... Le problème c'est que si tu lui donnes un nom qui finit par Stan, c'est raciste déjà. L'Urzikistan, Ouais. Pardon. C'est Buds qui nous... Oui, je crois, il y a un truc comme ça, L'Urzikistan. quoi. Et je lisais un papier du Monde en venant, là, je révisais un petit peu. Et je crois que dans le jeu, il y a des coordonnées du pays, mais si on rentre les coordonnées, on tombe dans la mer Noire, je crois. Donc, bon, encore une fois, c'est fait exprès un peu. Mais... Donc voilà, on prend des pincettes, quoi. Tu pointes vers moi, mais je ne sais pas ce que Ah tu non, veux dire. pardon, je pensais que tu prenais ton micro, désolé. Est-ce qu'ils ont un... C'est quoi le concurrent direct de Call of Duty aujourd'hui? Le grand déçu, là, il y a la moitié du chat qui râle, sur les forums, tout le monde râle. Bon, tout le monde râle, mais peut-être aussi qu'il y a plein de gens qui vont acheter le jeu tout de même. Ils vont se déborder 10-15 millions de vers personnes. quoi? Si les gens en ont trop marre de code, vers quoi ils vont aller? Beaucoup de gens vont vers un style de FPS plus lent et Valorant s'en sort bien ces derniers temps. Le truc, c'est dans le monde du fast FPS, c'est-à-dire les FPS rapides où ça court, ça saute, où vraiment tu bouges entre deux rafales. Il n'y a plus vraiment de concurrents. Depuis l'échec de Titanfall, c'est vraiment compliqué. Des projets avec un budget qui ne serait-ce que s'approche de celui de code, ça n'existe pas. Dans le monde du slow FPS, si tu acceptes de tenir une ligne pendant 10 minutes entre deux tirs, tu peux jouer à CS ou à Valorant. Et Valorant s'en sort très bien en ce moment. Et je pense que Valorant s'en sort très bien en grande partie parce que du côté des FPS plus rapides, il n'y a pas vraiment de nouveautés depuis 10 ans. Et puis sinon, il y a les Battle Royale. Et en fait, la vraie bataille se joue surtout du côté du BR. En fait, si tu joues pas à Warzone, tu vas aller jouer à Apex ou à Fortnite. Et Fortnite a dégoûté énormément de gens avec son système de construction pendant longtemps parce qu'il est super dur à prendre en main. Et si tu joues pas tous les jours 50 heures par jour à Fortnite, tu vas te faire détruire par un mec de 13 ans qui build à une vitesse surhumaine. Et donc beaucoup de gens retombent sur Warzone. En vrai, il y a un moment où Call of Duty a perdu la suprématie parce que Fortnite était plus gros que tout, genre, dans le monde du FPS. Et puis ils ont fait Warzone. Et Warzone n'est pas un très bon BR. La vérité, c'est que le time to kill est trop bas, que les maps sont pas incroyables et que Warzone n'est pas un très bon BR, mais il arrive en offrant une alternative aux gens qui n'ont pas envie de construire 60 heures par jour sur Fortnite pour avoir un niveau décent, et ça, c'est incroyable. Donc, même si maintenant ils ont compris Fortnite et ils ont enlevé, c'est plus obligatoire de jouer avec des constructions, c'est arrivé un petit peu tard et Warzone avait déjà recapté beaucoup de gens. Et sinon, il y a le troisième grand concurrent qui est Apex, qui est fait par les gens qui ont inventé Call of Duty au final et qui sont partis depuis. Le truc, c'est qu'Apex, c'est quoi Apex? Apex Legends, c'est un Battle Royale qui est basé sur l'univers de Titanfall, qui était normalement la licence qui devait tuer Call of Duty. De la même façon que Call of Duty a tué Medal of Honor, Titanfall devait remplacer Call of Duty. Ça s'est pas passé comme ça, pour 16 500 raisons. Personne sait exactement pourquoi Titanfall a pas marché, mais Titanfall a pas marché.
Et je pense qu'Apex est un meilleur jeu que Warzone. Il est dur à jouer, il est exigeant, le time to kill est très long. Time to kill, ça veut dire combien de temps il faut tirer sur quelqu'un pour le tuer. Genre, est-ce qu'il faut lui mettre une balle ou 12? Et le time to kill dans Apex est suffisamment long pour qu'on soit presque sûr que généralement c'est la personne qui tire le mieux qui gagne un combat et pas juste le gars qui t'a surpris dans le dos. Donc je pense qu'Apex est un jeu mieux pensé que Warzone, ce qui m'étonne pas parce que la team qui a fait Apex, c'est les gens qui ont fait la gloire de code. Mais le truc c'est que le nom de Call of Duty est tellement écrasant, tellement ridicule, tellement phénoménal que tu peux sortir Apex Legends et le jeu il est bien, c'est très bien, sauf que c'est trop tard. 15 millions de personnes achètent code chaque année, c'est comme FIFA, ils se posent pas de questions. Tu affrontes un nom. Il va falloir faire quelque chose de plus spectaculaire que Apex Legends pour affronter le nom Call of Duty. Genre. En face de moi, il y a Oblin qui acquiesce largement. T'es d'accord avec ça, Oblin? Ouais, totalement, mais tout ce qu'il dit, j'acquiesce moi. Non, c'est vrai. Il y a Fen qui dit Apex, il n'y a pas la possibilité de jouer au BR solo et c'est pas prévu. Non. Parce Ouais, que les personnages ont des pouvoirs. Ouais, c'est dommage, je trouve. Ouais, mais moi aussi au début, en vrai, quand j'ai commencé Apex, j'étais en mode laissez-moi jouer solo, j'ai pas envie d'avoir à supporter les deux zigotos qui vont me quitter à la seconde où ils vont se faire down. Mais tous les pouvoirs de toutes les légendes sont pensés pour fonctionner en trio. Les légendes défensives, genre par exemple la moitié des légendes c'est des légendes défensives, un caustique ou la meuf qui met les barrières électriques, ce genre de truc. Si t'es tout seul, ton pouvoir il sert à rien. Genre, La particularité de la franchise, c'est aussi des fichiers de jeu qui sont toujours plus gros, qui consomment plein de bandes passantes, qui restent de plus en plus lourds. C'est pas très 2024, ça. Est-ce qu'on pourrait faire des jeux plus légers? Je pose la question. c'est ouais, mais encore une fois, la clientèle a 15 ans. Donc, déjà, la clientèle achète que ton jeu chaque année, donc elle a de la place pour ton jeu, et ensuite, elle en a rien à foutre des questions écologiques, pour l'instant. Donc, vrai, les Call of Duty deviennent stupidement lourds, mais ce n'est pas un problème pour l'instant. En tout cas, en termes de vente. Il y aura toujours un journaliste pour dire oui, il est un peu lourd ton jeu, mais vraiment, à l'heure actuelle, 99% de la clientèle s'en bat les reins. Non, tu vois ça chez tes jeunes, toi, Romain? Ils m'en parlent pas. je dois avouer. Non, je repensais en termes de concurrence. Il y avait Battlefield qui avait essayé de faire quelque chose, qui avait eu le Battlefield 1 qui avait plutôt bien marché, mais bien marché pour un Battlefield, je crois. C'est-à-dire que par rapport aux ventes de Call of, ça restait largement derrière. Mais pourquoi celui-là avait marché par exemple? Parce que lui aussi avait essayé de faire autre chose en termes de... alors peut-être pas de mécanique de gameplay, mais de contexte historique en proposant la Première Guerre mondiale par exemple. Un truc que Call of a jamais fait, si je dis pas de bêtises, ou alors je me suis vraiment trompé quelque part. Et en faisant, au niveau du scénario aussi, ce qu'ils avaient appelé des récits de guerre, c'est-à-dire non pas suivre une seule personne, mais proposer 4 ou 5 missions avec justement un personnage un Italien, un Américain, etc. J'ai plus la liste en tête, mais pour essayer de réfléchir à la mémoire en fait du conflit, c'est-à-dire c'était des personnes qui avaient survécu en fait à la guerre. Et après on nous montrait leur action pendant le conflit. Et là il y avait un contraste un peu, mais qui est propre aussi je pense parfois au FPS, voire aux jeux vidéo, c'est-à-dire vous aviez des cinématiques, et le Call of des fois a un peu ça peut-être comme problème, hein, mais des cinématiques qui vont dire oui la guerre c'est pas bien quand même. Et après le gameplay, vous avez des centaines d'avatars à abattre, et donc niveau discours ça marche et ça coince en même temps en fait un petit peu quoi. Mais ça n'empêche pas que ça soit de très bons jeux là-dessus. Non, à chaque fois, c'est parce que tu remets le micro dans ta bouche. Je pense que tu veux. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il soit super, cette nouvelle version là, que les gens n'aiment pas? MW3 celui qui fallait rajouter un truc, ouais. 3 ans de développement et des dizaines de millions et beaucoup plus de développeurs. Et qui permettrait de faire quoi en plus? La même chose que tous les jeux, on voudrait qu'ils soient un peu original, on voudrait découvrir vraiment quelque chose. Le problème, c'est que développer des nouveaux systèmes, c'est horriblement dur et puis c'est un sacré risque. Ouais. Quand la team qui a fait Code, ils sont partis faire Titanfall, ils n'ont pas fait un jeu où on tire, ils ont fait un jeu où on tire comme dans Code, mais ils ont travaillé un système de déplacement qui est phénoménal. C'est un jeu où tu peux glisser sur le sol et marcher sur les murs, et si tu es adroit et que tu le fais avec le timing parfait, tu vas conserver ta vitesse et filer à travers la carte 3 à 4 fois plus vite que si ton personnage juste marche par terre. Pour qu'un système aussi subtil soit perfectionné au pixel, pour que ce soit vraiment agréable, pour que tu n'aies pas l'impression que ton perso est trop mou, trop lent, trop imprécis, il faut changer les variables de 1,5% pendant 6 ans. C'est vraiment un travail d'orfèvre. Pourquoi Bobby il prendrait le risque pourquoi il paierait pour le temps, l'argent, l'énergie et le risque que les gens aiment quand même pas à la fin, quand il peut juste sortir Code et vendre 15 millions de copies, genre. Alors à la fin nous on râle, mais genre il a
il a raison de pas prendre de risques, sa formule elle est trop bien. Peut-être que le jour où il vendra vraiment plus un seul Call of Duty, il fera le truc risqué et fatigant qui est d'innover. Mais en attendant... Oui, il y a que ça. Faut arrêter d'acheter le jeu. Ils se plantent, ils réfléchissent, ils font autre chose, mais bon. Non mais c'est vrai, mais du coup, ma réponse a duré 60 ans, mais vraiment innover en fait. Qu'est-ce qu'on attend de lui ? Innover, c'est tout. Romain, toi, tu as une petite spécialité. Tu peux expliquer un peu sur quoi porte ta thèse, peut-être ? En gros, j'ai observé... Ça fait partie du thème. Ouais, j'avais... peut-être moi, dans ma pratique en fait, de prof d'histoire, j'avais essayé il y a quelques années d'utiliser des jeux vidéo. Et en gros, bon, je la fais courte, mais ça m'a donné envie en fait, de reprendre la recherche. Et là, je suis en train de terminer une thèse où j'ai observé des pratiques, alors pas les miennes, mais je suis allé observer en fait, des enseignants, notamment des profs d'histoire, qui utilisaient justement des jeux vidéo en collège ou en lycée. Voilà, et de voir en gros comment le jeu vidéo, contrairement à beaucoup de discours où on nous explique que ça va ludifier les apprentissages. Il y a eu une grande mode comme ça où on disait faire venir le jeu vidéo à l'école, c'est en gros c'est cool, Ouais, c'est alors, efficace, cool. c'est une autre manière d'apprendre. Alors ça l'est, ça l'est, mais c'est un peu ce que... Parce qu'avant oui, le mot cool, ça fait avant ça. que tu viennes, j'ai un peu regardé ce que tu avais raconté un peu ailleurs chez des consoeurs et des confrères, et tu avais dit que tu en étais un peu revenu. Alors moi personnellement, oui, mais c'est-à-dire pour analyser ça sereinement, il fallait que moi je mette de côté un petit peu mes pratiques et aussi dans un sens, je pense que parfois pour étudier le jeu vidéo, il faut mettre un petit peu entre parenthèses sa propre passion pour pas surévaluer en fait des effets ou des pratiques. Mais concernant ce que je vois dans les pratiques des enseignants et parfois ce qui est recommandé par l'institution, en fait il y a deux choses, c'est le jeu vidéo ne permet pas spécialement de rendre ludique en fait la pratique du cours, c'est plutôt l'inverse qu'il se passe, c'est-à-dire que le jeu vidéo va être scolarisé en fait, c'est-à-dire que les enseignants l'adaptent en dispositif éducatif et sont obligés de le rendre moins ludique, de le rendre moins fun. Et pour les jeux grand public de type Call of Duty ou évidemment en histoire Assassin's Creed, le jeu en réalité n'est quasiment pas joué en fait. Voire pas joué du tout. C'est-à-dire la séance que j'observais avec Call of Duty par exemple, c'était le World War II, donc le plus récent là, sur la Seconde Guerre mondiale, à l'époque du moins où j'avais fait l'observation. Et c'était justement pour en faire une analyse un petit peu érudite de cette fameuse mission dans les camps dont j'ai parlé. Et l'enseignante que j'ai observée faisait en fait ce qu'on appelle parfois du fact-checking, c'est-à-dire montrer des documents historiques aux élèves, montrer la vidéo de la mission. On les comparait. Ouais, un gameplay et essayer de comparer. Alors, sur le papier, on peut dire que ça peut être intéressant sur le papier. Sur le terrain, c'est pas si évident que ça parce que les élèves ont des difficultés en fait à aller des documents, à comprendre en fait ce qui est un petit peu demandé implicitement en fait. Et donc à analyser ces documents, ces textes écrits et à analyser la vidéo. Donc pour des élèves en difficulté, c'est pas si évident que ça. Et en fait, l'enseignante devait très régulièrement en fait expliquer elle-même, faire quasiment parfois la correction elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui est assez présent chez les profs d'histoire, voire parfois dans le grand public, entre guillemets. Pourquoi les enseignants font ça ? C'est parce qu'ils pensent que les jeux vidéo influencent négativement les représentations des élèves dans leur pratique, dans leur connaissance historique. Je pourrais développer assez longuement là-dessus, mais pour faire simple, c'est, je pense, assez surévalué, notamment pour les jeux vidéo. Les élèves appréhendent ça comme des jeux, en fait, et ne sont pas en train de se dire que là, il y a un vrai discours que je suis en train d'appréhender et que ça serait la vraie histoire qui m'est contée là. Et notamment, petit détail, parce que je repense à cette séance, il y a un moment donné un élève qui lève la main et qui dit « Mais madame, nous, les cinématiques, on les regarde pas, en fait. » Et je ne veux pas dire que les élèves ne regardent pas les cinématiques, mais il y avait un côté du style ce que vous nous proposez comme expérience du jeu vidéo, c'est évidemment pas ce qu'on fait à la maison. Alors que parfois l'école veut un petit peu influencer ce que font les élèves dans leurs pratiques culturelles au cours de leurs loisirs. Et c'est quelque chose que c'est pas évident. Et pour réagir, pour finir au mot cool que tu employais, là par contre oui, il y a quelque chose qui peut être un peu plus visible parfois dans les relations prof-élève, c'est ce côté prof cool, entre guillemets. Et ça, alors c'est pas ma notion à moi là que je viens d'inventer. Je sais pas, hein, c'était une hypothèse un peu gratuite que je te proposais. Non, mais j'ai une sous-partie qui parle de cet effet-là parce que les enseignants en parlent par contre. C'est-à-dire qu'ils disent oui, on voit bien que certains élèves peuvent être un petit peu accrochés, peuvent être être intéressés par cet aspect-là. Donc ça joue un peu plus sur le relationnel, sur les connaissances, c'est largement moins évident, voire ça peut être contre-productif. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que ça veut dire que les enseignants sont des anciens joueurs code, ou s'ils aiment ça ou rien à voir ?
Alors, ce sont des joueurs ou des anciens joueurs de jeux vidéo. Là, dans l'exemple que j'ai, je suis pas sûr qu'elle jouait à Call of Duty. Je pense qu'elle avait vu passer en fait des analyses sur cette mission-là en particulier. Mais oui, en fait, les 17 enseignants et enseignantes que j'ai étudiés, globalement, sont quasi tous et toutes actuellement des joueurs de jeux vidéo. Donc il y a ça aussi, pourquoi il y a ce discours assez savant sur le jeu vidéo, c'est parce que les anciens joueurs ont grandi et ont conservé des pratiques et ont justement cette vision un petit peu érudite, voire esthétique parfois du jeu vidéo que leurs élèves, eux, n'ont pas encore construit en fait. Ce qui fait que les élèves parfois ont du mal à appréhender le jeu vidéo comme... non pas que comme un jeu, mais comme une œuvre culturelle, comme un dispositif porteur d'un message politique, etc. Donc ça, c'est une éducation, en effet, qu'on peut faire, mais qui demande énormément de temps. Et ça, les enseignants, dans des temps très courts, n'ont pas vraiment le temps de le faire. Ce qui provoque un petit peu les difficultés que j'ai pu observer. Parce que très concrètement, tu mets tous les élèves derrière des manettes. Il y a des discours militants oui, on va dire... C'est un sujet qui est parfois assez médiatique et vous avez, oui, ce que j'appelle maintenant des experts médiatiques qui aimeraient que l'éducation nationale investisse dans des machines, dans des PC puissants pour en effet qu'il y ait un joueur par écran. Parce que là, dans la séquence que je décrivais, c'était la vidéo était projetée en fait simplement au tableau et terminée. Le problème de ce discours de dire qu'il faudrait investir là-dedans, c'est que ça provoque un autre souci de donner la manette à chaque élève, c'est que l'enseignant doit après se démultiplier. Parce qu'il y a une idée reçue qui est très claire et qu'il faut que mes travaux démontrent assez bien, c'est que tous les élèves ne savent pas jouer aux jeux vidéo en fait. On le voit très bien quand il y a j'ai observé des cours d'histoire avec des jeux de stratégie de type Crusader Kings, qui sont des jeux extrêmement exigeants d'un point de vue de l'apprentissage des mécaniques et les élèves sont un petit peu perdus, ce qui fait que le prof doit se démultiplier pendant des heures pour leur apprendre les mécaniques un à un et c'est extrêmement compliqué pour eux, en gros. Dans le chat, il y en a pas mal qui disent que c'est dommage qu'il n'y ait plus Discovery Tour. Dans le dernier Assassin's Creed, oui, ils l'ont enlevé pour une autre formule, pas spécialement moins bonne, je trouve, mais parce qu'Ubi a dû aussi, je crois, restreindre en fait son développement du dernier Assassin et il y a eu quelques coupes budgétaires, ce qui fait qu'il n'y a pas de Discovery Tour, je crois, pour cette édition Mirage. C'est dommage, c'était une dinguerie le Discovery Tour. Pourquoi le Discovery Tour dans Origins, c'était incroyable. Je me souviens avoir fait l'intégralité du Discovery Tour Origins avec ma petite sœur et on était là en mode les pyramides. C'était fou. C'était vraiment, c'était une des rares fois où, c'est une des rares fois où Ubisoft a essayé d'être éducatif, en plus d'être ludique, et ils l'ont fait brillamment. Et ouais, par contre, il y avait un joueur sur 50 qui le faisait, donc je comprends qu'ils n'avaient pas envie de mettre de la thune dedans, mais vraiment dommage. C'était incroyable. Ouais, c'est compliqué d'avoir des retours sur combien de joueurs l'ont fait. Hein. Et ils l'ont fait intelligemment d'une façon qui ne demandait pas de savoir jouer, et qui ne demandait pas d'être bon en gameplay. C'est-à-dire vraiment, le Discovery Tour, pour moi, c'est un des rares exemples de moments où je pourrais le foutre devant une classe et il y aurait un intérêt. Mais en fait, c'est tellement bien fait que le jeu fait la classe à ma place, genre. C'est un bon résumé. Après, oui, celui d'Odyssey était intéressant, mais encore une fois, voilà, ça montre qu'est-ce que doit faire Assassin's Creed, par exemple, on en parlait un petit peu avec Call of pour être éducatif. Il faut un petit peu cadrer la pratique ludique et enlever les combats, mettre des visites guidées, des audio guides en fait, hein, mais qui sont très intéressants. Mais pour moi, ça montre qu'on n'apprend pas spécialement en jouant, c'est qu'il faut quand même grandement adapter le dispositif. Et surtout, oui, le Discovery Tour, j'ai pu le voir aussi en classe. Et les élèves, si tu veux qu'ils regardent les visites guidées, il faut leur dire de regarder les visites guidées. Parce qu'au bout d'un moment, certains s'aperçoivent très vite qu'ils peuvent grimper à droite à gauche. Ils ont quel âge tes élèves Ceux que j'ai observés dans le cadre du Discovery Tour, c'était des élèves de 6e. Parce que le programme s'y prêtait. Mais on voit, oui, au niveau, l'enseignant, lui, devait leur rappeler parfois qu'il fallait se concentrer sur la visite guidée avec les connaissances qui étaient à l'intérieur et non pas grimper sur le toit du temple. Même si parfois il les laissait assez faire parce qu'il voulait aussi un petit peu profiter du dispositif, faire des trucs un petit peu rigolos quand même. Mais pas trop. C'est-à-dire qu'il fallait trouver un équilibre entre le très sérieux et le ludique et ouais, c'est des trucs super intéressants à observer en fait. Là, t'en es où dans ta thèse ? T'es à quelle étape Début de la fin. La question piège. Je vais bientôt entamer les corrections de chapitres, en gros. Quoi. Donc j'espère soutenir au cours de l'année 2024, entre le 1er janvier et le 31 décembre. Voilà. Et alors, les grandes conclusions de tout ça, c'est quoi ?
Si on tire à gros traits. C'est ce que je dis un petit peu, c'est-à-dire que c'est compliqué de dire que on apprend en jouant avec le jeu vidéo à l'école, dans la mesure où le dispositif est quand même très clairement scolarisé. Qu'un des gros travaux des enseignants, c'est de cadrer l'attitude ludique des élèves. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais vu ça en fait quand je suis en entretien avec eux, j'ai vu aussi passer des questionnaires en formation d'enseignants là-dessus. La première chose que craignent les enseignants avec le jeu vidéo en classe, c'est l'amusement. Qu'il y ait trop d'enthousiasme. Mais c'est un jeu. Bah oui, alors c'est pas le moindre des paradoxes, je pense. Et du coup, mais ce qui est compréhensible, c'est-à-dire que s'il y a trop d'amusement, ça veut dire que c'est le bazar. Si c'est le bazar, c'est un métier qui fonctionne quand même un petit peu à la réputation. Et je sais qu'il y a des enseignants que j'ai observés qui sont un petit peu pas mal regardés non plus, mais il y a en salle des profs, il y a des enseignants qui sont peut-être un petit peu dubitatifs vis-à-vis de cette manière d'enseigner, enfin du moins de cet outil. Donc il y a un enjeu pour eux, parce qu'il n'y a pas trop d'amusement. Parce que s'il y a trop d'amusement, ils apprennent moins ou ils vont moins écrire, par exemple. J'ai un chapitre qui est là-dessus, c'est-à-dire que les enseignants, quand ils utilisent un jeu en classe, il y a très régulièrement un exercice écrit à côté, en plus. Donc des fois, il faut jouer, faire pause, écrire en même temps. Voilà, c'est des choses un petit peu compliquées, mais en gros, le résultat de test, c'est de montrer ça, comment le jeu vidéo est scolarisé et comment, en fait, l'activité ludique en elle-même est cadrée et modifiée pour que ça colle en fait avec les objectifs du programme et non pas l'inverse. Et pour les élèves, il y a quelque chose qui est assez clair. Et après, je termine parce que sinon je parle 2 heures là. On a tout le temps que tu veux. Non, mais c'est de montrer. Je pense qu'il y a quand même le jeu vidéo en classe entraîne une complexification en fait des tâches scolaires. On demande aux élèves de savoir jouer, de savoir réaliser une activité en parallèle, le travail écrit. Et parfois, dans certains cas, avoir en fait un regard un petit peu artistique, culturel, esthétique sur un jeu. Et ça, socialement, c'est parfois très clivant en fait. C'est-à-dire que on le voit aussi en sciences de l'éducation sur d'autres sujets, mais moi j'ai pu le voir que dans les lycées très très favorisés où j'ai pu observer des pratiques avec jeux vidéo. Bah oui, on se retrouve en fait avec des élèves qui, me parler du jeu vidéo comme un art, oui j'ai l'habitude parce que peut-être qu'à la maison, les parents sont... les parents sont joueurs peut-être. Sont peut-être joueurs, sont cinéphiles, les musées sont fréquentés de manière plus régulière. Alors que dans les établissements dans les collèges notamment, avec la maturité aussi peut-être un petit peu en moins. Et dans les établissements plus populaires, ça c'est beaucoup moins évident. C'est beaucoup moins évident. J'ai pu observer un cours avec le jeu Soldat Inconnu, par exemple, d'Ubisoft, où les élèves préféraient ça, en gros s'amuser avec le jeu plutôt qu'essayer de le regarder avec un regard un petit peu, cultivé et esthétique, aux grandes dames de l'enseignant à la fin de l'heure. Voilà. Donc il faut les jeux vidéo en salle de classe ou pas ? Ça c'est pas à moi de... Tu tires pas ce genre de conclusion dans ta tête ? Ah non, mais parce que, encore une fois, il y a des... ce que je montre, c'est qu'il y a un relationnel qui se crée, il y a une complicité qui peut se créer avec les enseignants. Et ça, on sait très bien que quand on enseigne, que ce soit en collège ou en lycée, si on a la classe qui est contre soi, c'est pas évident. Déjà que le métier est pas évident tous les jours. Mais si en plus les élèves sont contre nous, c'est pas évident. Donc si ça... en marge d'autre chose, puisse être des petites stratégies de séduction, je mets des grosses guillemets, pourquoi pas ? Mais c'est sûr que pour viser des connaissances... Pour faire du lien entre la communauté éducative et les élèves, bien c'est sûr. ça ? Après, pour viser vraiment des connaissances, c'est pas si évident que ça. Encore une fois, il faut un gros travail des profs pour réduire la part du ludique, ou parfois, des fois, on peut se demander pourquoi mettre du jeu à ce moment-là, en fait. Alors qu'Assassin's Creed, ça devient une diapo, en fait, un peu améliorée, en fait. C'est les mêmes pratiques pédagogiques qu'on faisait avant. On met plus des diapositives ou on met plus un extrait de film, mais on va mettre Assassin's Creed. Ce qui n'est pas problématique, mais c'est pour dire que voilà, on fait du neuf entre guillemets avec des pratiques anciennes. Mais oui, c'est-à-dire ce côté prof cool qui est assez visible pour certains élèves. D'autres élèves sont un peu plus dubitatives. Je mets au féminin parce qu'il y a une catégorie d'élèves où les enseignants voient très bien qu'il y a une différence de réception. C'est les filles. Le cours que j'ai observé avec Call of Duty, l'enseignante demande à ses élèves qui jouent à Call of Duty en classe. T'as que des mecs. Ah bah c'est pas que c'est que des mecs, c'est que Pourtant on a Oblin qui est là. non mais j'insiste là-dessus. Mais ça étonne. Il y a que des mecs qui se manifestent très bruyamment, qui se vannent entre collègues parce qu'ils jouent en ligne ensemble. Et ma caméra, elle capte parce que je filme les séances quand on me le permet.
pour après les analyser. Il y a une fille quand même qui perce un petit peu le tumulte et on l'entend dire « Ah, moi, Mais Call moi of, aussi. j'ai joué une fois dans ma vie », elle dit. Mais ça montre que, et c'est... Alors ça veut pas dire qu'en effet que aucune fille en France ne joue à Call of Duty ou ne joue aux jeux vidéo même, mais à cet âge-là, les pratiques sont très genrées, et donc il faut que les enseignants aussi anticipent un peu ce côté-là, parce qu'en cours d'histoire, c'est des jeux plutôt de la culture ludique masculine qui sont utilisés, les Call of, Assassin's Creed, Battlefield, les gros jeux de stratégie, il y a des effets de genre importants. Oblin, toi, t'es pas la seule joueuse autour de toi, je crois. Hein. Non, j'ai des copines à moi qui jouent à Call of Duty, mais sur mobile. Je sais pas si vous connaissez. Sorti il y a 4 ans. Et on se rejoint tous les soirs pour faire une petite battle royale. Et j'ai des copains et j'ai des copines aussi. Mais c'est vrai que ça étonne. La plupart du temps, quand on me voit, on me dit « Ah bon, tu joues à Call of ?» Après, les stats, j'ai vu ça pour un autre stream. L'âge moyen du joueur, c'est 38 ans, je crois. Et les femmes, ça représente quand même plus de 40%, je crois, quand même. Ah ouais. Alors, peut-être pas sur Call of, mais. Ouais. Alors le chiffre de 38 ans, il faut le prendre un petit peu avec des pincettes, parce que c'est le... Ça doit être extrait, je pense, du rapport du CEL, du syndicat Oui, des oui, éditeurs tout à fait. de logiciels de loisirs, Oui, qui sort chaque année. Donc le chiffre de 38 ans, mais si on regarde comment est fait le sondage... j'en avais reçu ici qui était à ta place. Ah oui oui. D'accord. Enfin, je me permets un peu de critiquer le truc, mais le sondage a été T'as le droit. fait à partir de joueurs de plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas, les enfants de moins de 10 ans qui sont interrogés, ce qui fait qu'on peut comprendre qu'on a une moyenne d'âge très haute. Mais c'est intéressant pour l'industrie de montrer justement un âge moyen de plus en plus élevé parce que... Pour normaliser la pratique. Parce que ça fait sérieux. Et puis le problème de l'âge moyen aussi, c'est qu'il zappe aussi tout le volume de pratique. On sait, il y a des enquêtes de sociologie sur les joueurs de jeux vidéo. Il y a un ouvrage qui s'appelle La fin du game, si le chat est intéressé, qui est aussi en libre accès, je crois, sur le site de l'éditeur, qui montre ça. Et je ne sais plus ce que je voulais dire là-dessus, sur l'âge. Sur l'âge Je parlais de moyen, quoi qui correspond à pas Ouais, grand-chose, ça- parce que ça- on vire tout ce ouais. qui est avant 10 ans. Ça et masque qu'en, le volume, et qu'en en fait, de volume pratique, d'heure, ouais. oui, voilà, en volume de pratique. C'est toujours les collégiens qui jouent le plus à l'heure actuelle en termes de volume. Et dès le lycée, je crois qu'on observe une baisse de la pratique, en fait. Les amis, je vois que l'heure tourne. Est-ce que nous nous sommes tout dit? Le mot de la fin, peut-être, Augustin? Le mot de la fin. Tu veux que je t'invoque un mot de la Il fin faut, là, faut comme ça, inventer d'un un mot coup de la fin à la fin. Je sais pas, j'ai écouté, j'étais super intéressé par ce qu'il disait. Moi je pense honnêtement, ramener ou pas ramener le jeu vidéo dans la salle de classe, je pense que ça change quasi rien. Je pense que c'est comme une diapo ou genre un film. C'est genre, si le prof est bon, il en a pas besoin. Et si le prof est nul, ça va pas l'aider. Genre c'est un support comme il y en a 150 000 et il n'y a pas une dynamique profondément différente parce que c'est un jeu vidéo. Genre, moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et puis pour Code, franchement... je pense que la formule de Bobby, elle fonctionne extrêmement bien. Je pense c'est trop dur d'aller les chercher. Ils ont tellement de budget. Le problème, c'est quand tu vends 15 millions de jeux par an pendant 15 ans, c'est que si quelqu'un vient te chercher, soudain, tu peux monter le camp, t'as énormément de réserves et je vois pas ce qui va détrôner Code. En tout cas, pas dans les phases FPS. Si, il va falloir une idée extrêmement novatrice. Je sais pas, il y a un truc que j'ai vu sur Twitch qui était en bêta ces derniers jours, qui, vous allez pas m'aider, j'arrive pas à me souvenir du nom, mais vous voyez le truc où on court partout, où on saute très haut? Non. Dans le Dommage. chat, dites quelque chose. Le chat va savoir. Le chat laisse défier le chat, je te Le jure chat, qu'ils vous vont écoutez savoir. plus, là. Il y a un jeu... Il y a un jeu très nerveux où on saute partout, très à la verticale. Moi, je continue de penser que... Spider-Man, The Finals, The X-Defiant. Finals, voilà. Voilà. Parfait, merci le chat. The Finals, c'est extrêmement fun à regarder. Ça détrônera probablement pas Call of Duty parce qu'encore une fois, il y a vraiment une sacrée différence de moyens. Et en fait, on est rentré dans un monde où la puissance du marketing est plus importante que la qualité du jeu. Si tu as suffisamment d'argent pour acheter tous les billboards des États-Unis, c'est gagné, même si ton jeu est moins bien. Genre, le marketing pèse plus que la qualité du produit. Surtout si tu pars avec l'avance de la réputation. Mais je pense que si un jour quelqu'un bat Code, il empruntera la même route que Titanfall, c'est-à-dire il jouera la carte du déplacement. Parce que de toute façon, le tir a déjà été perfectionné. Tirer avec une AK-47, c'est bon, ça fait 15 ans qu'on sait le faire dans un jeu vidéo. Bouger de façon fun. Personne d'aussi gros que Code l'a jamais fait. Et le jour où tu le fais avec le même marketing et les mêmes moyens que Code, la logique veut que normalement tu gagnes. Oblin, le mot de la fin? Pour Code, peut-être moins jouer sur la nostalgie, je pense, et faire de l'innovation. Ça pourrait plaire à un peu plus de monde. Et pour votre thèse, je pense que ça... Enfin, le principe est bien, mais je pense qu'aussi ça dépend de l'élève. C'est pas seulement l'étudiant. Je pense que chaque méthode peut être acceptée par un élève, mais pas pour un autre. Chacun apprend à sa manière, à ses fonctions.
Voilà. Je le transmettrai aux enseignants Le mot de de la fin, l'enquête. Romain. Non, sur Call of Duty, je sais pas, ce serait intéressant de changer le contexte, historique, comme ça, moi, ça me fera de la matière à analyser à la rigueur. Donc, un petit Call of Première Guerre mondiale, je sais pas s'ils oseraient un truc comme ça. Mais autre chose, oui, que là, le trailer m'a laissé vraiment indifférent en fait, de ce que j'ai vu. Donc, ouais, changer un petit peu de contexte, ouais. Moi, j'espère que le message est passé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous regarde dans le chat et qui sera sensible à ça. C'est la fin de ce stream. Merci d'avoir suivi. Il est 19h, passé de 54 secondes. C'est super précis. Merci à nos 3 invités. Merci aussi à Cyril à la régie, à Aladine qui est à ses côtés ce soir, à Stéphanie au visuel. Merci à Joey à la programmation qui est au 4e étage. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est dispo dans 1 minute sur Twitch, sur la page replay de l'émission, sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Il y a Julo qui va mettre le lien pour le Discord, pour continuer la discussion sur Discord. Pour ceux qui veulent réécouter le stream avec les oreilles, donc vous retrouvez tout ça dans un instant, dans une petite heure, à tout le moins, en podcast sur la plateforme de Radio France. Rendez-vous demain mardi pour le grand stream du mardi midi, de midi à 14h. On va parler d'Emmanuel Macron, on va parler de la droite, de la gauche, on va parler d'antisémitisme, on va parler du Rassemblement national, on va parler de manif, on va parler des nouvelles alliances et de ce qui se passe sur la scène politique en ce moment. Ce sera donc de midi à 14h pour le grand stream du mardi. On vous attend nombreux. Pas vraiment de bonheur, bien sûr, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous et à demain. Salut.